Une traduction improvisée vite fait, en ce dimanche ensoleillé, et je prends pour point de départ une sorte de double événement lié à la date du 16 octobre, qui est qu'il y a un an, le 16 octobre 2015, j'avais découvert qu'on venait de redécouvrir pas moins de 212 haïkus ou haïkai inédits de Yosabu Son, et par une sorte de coïncidence chronologique, aujourd'hui 16 octobre 2016, j'ai découvert la toute dernière vidéo de François Bon sur sa chaîne YouTube, qui est consacrée notamment à Basho. Et pour cette raison-là, j'ai voulu revenir un petit peu à l'origine pour moi de la forme des haïkus ou haïkai, que j'ai découvert quand j'étais encore très jeune, par Paul Éluard, le Pléiade des œuvres complètes, le tome 1 des œuvres complètes de Paul Éluard. Ça a été le premier Pléiade qu'on m'a offert quand j'avais 10 ans, en fait. C'est moi qui avais demandé ça. Et j'aimais beaucoup Paul Éluard à l'époque. Je le pratique plus très souvent, il faut bien dire. Et dans les poèmes de jeunesse de Paul Éluard, il y a un petit recueil qui n'est pas toujours très connu, qui s'appelle Pour vivre ici, qui a été publié en 1920, donc il était tout jeune, hein, Paul Éluard était tout jeune. Et c'est une série de 11 poèmes. Alors, Paul Éluard, donc évidemment très influencé par toute la mode japonisante de la fin du 19e siècle, influencé par Laforgue, influencé aussi sans doute indirectement, bien qu'il ne l'ait jamais dit, par Claudel, écrit donc tout jeune des haïkus, qu'il appelle d'ailleurs haïkai, il utilise la forme plurielle japonaise, et ce sont des poèmes irréguliers, c'est-à-dire qui ne respectent pas le schéma syllabique 5-7-5. Donc ce qui va en plus libérer un petit peu la traduction, puisque au moins on a la liberté de traduire cela de manière irrégulière. Alors je vais seulement traduire les 5 premiers, ou tenter de traduire les 5 premiers. À moitié petite, la petite montée sur un banc. Le vent hésitant roule une cigarette d'air. Palissade peinte, les arbres verts sont tout roses, voilà ma saison. Le cœur à ce qu'elle chante, elle fait fondre la neige, la nourrice des oiseaux. Paysage de paradis, nul ne sait que je rougis au contact d'un homme la nuit. Pour le dernier, évidemment, sans préparer, je n'ai quand même pas pu m'empêcher de remarquer que sans contrainte syllabique, il y avait tout de même une contrainte de rime sur le 5e et dernier haïku que je me propose de traduire aujourd'hui, donc avec la rime en I récurrente sur les 3 vers. Je ne sais pas si on va pouvoir proposer quelque chose. On va commencer par le commencement et par le premier. À moitié petite, la petite montée sur un banc. Alors, déjà, il y a peut-être un problème d'image, un problème de compréhension. Je pense que le vrai problème, c'est surtout l'utilisation ici de la répétition de petite, puisque d'emblée, ce qui me frappe, c'est que le sens physique, qui semble être celui du premier vers, à moitié petite, et le sens plus affectif ou affectueux ou subjectif du deuxième vers, la petite, en anglais, ces deux sens sont portés par deux adjectifs différents, small et little, ce qui fait qu'une traduction qui respecterait uniquement le sens pourrait donner quelque chose comme only half small, the little one, montée sur un banc, once she has climbed on a bench, par exemple. C'est une première traduction brute. Le principal problème de cette traduction, c'est justement la non-répétition du même mot, petite, petite, avec small et little. Alors, quelle est la solution? Est-ce que la solution, c'est évidemment de substituer small à little dans le deuxième vers, ou little à small dans le premier? Et je pense, du coup, en y réfléchissant, parce que je n'y avais pas encore réfléchi, que c'est peut-être la première solution, la meilleure, à savoir qu'on peut toujours traduire la petite par the small child. Je ne suis pas tellement sûr qu'on puisse vraiment dire half little. Donc en tout cas, ça ne pose pas un problème quand même de compréhension plus important que le texte français d'origine. Donc peut-être qu'on va s'en tenir pour l'instant à only half small, the small child, once she has climbed on a bench. Le vent hésitant roule une cigarette d'air. Alors là encore, un premier passage permettrait assez facilement de calquer. The wind
hesitates, peut-être plutôt que hesitating, roule une cigarette d'air, rolls itself a cigarette. Alors, d'air, le problème c'est an air cigarette, non a cigarette of air, made of air, a cigarette made of air. Tout ça n'est pas très satisfaisant. Et puis je me demande aussi si on ne pourrait pas restituer une partie de la poéticité de la rime vent hésitant en lui substituant une allitération, peut-être pour traduire hésitant par waver, peut-être, hein, the wind waveringly, peut-être. The wind waveringly rolls itself a cigarette out of thin air. On pourrait reprendre une expression figurée, to vanish into thin air, ça veut dire disparaître complètement de manière incompréhensible, hein. Ou out of thin air, c'est comme out of the blue, c'est débarquer d'on ne sait où. D'on ne sait où, d'ailleurs, je ne fais pas bien mes liaisons. So the wind waveringly rolls itself a cigarette out of thin air. Ah, je fais une parenthèse pour dire que je ne sais pas du tout si ces poèmes d'Éluard ont été traduits. Je suppose que oui, je pense que tout Éluard a dû être traduit en anglais. Mais bon, ça serait éventuellement à comparer, à confronter. Palissade peinte, les arbres verts sont tout roses, voilà ma saison. A painted fence, the green trees are completely pink. This is my season, there is my... non, my season is there. This is my season. Non, je vais m'en tenir à ma première intention qui était This is my season. Donc là, j'ai traduit vraiment presque un mot à mot, j'ai juste changé la détermination. Palissade peinte, a painted fence. Voilà, l'image des trois vers n'est pas forcément extrêmement claire. En tout cas, il y a un élément d'énigme un peu dans ce haïku, mais le traducteur n'a quasiment pas à se poser cette question en fait. A painted fence, the green trees are completely pink, this is my season. Le cœur à ce qu'elle chante, elle fait fondre la neige et la nourrice des oiseaux. Alors c'est vrai que pour nourrice, ça, en lisant ça, je me suis tout de suite dit, est-ce qu'on va utiliser nurse ou babysitter, ou child care, enfin toutes ces qui sont peut-être trop, à la fois peut-être trop récents et donc trop anachroniques, et peut-être faux aussi, tout simplement. Nurse, the bird's nurse, the nurse of the birds. C'est embêtant parce que quand on dit nurse, il y a aussi l'idée plus d'une maladie, donc d'une infirmière. C'est vrai que the bird's babysitter, c'est une image très insolite, très... On aimerait avoir l'audace de proposer ça. Peut-être que c'est ce que je vais proposer. Le cœur à ce qu'elle chante, avoir le cœur à faire quelque chose, on pourrait dire have one's heart set on doing something. Je ne suis pas certain, je pense qu'ici le cœur c'est entièrement pris par ce qu'on fait, quoi. C'est ça, hein, totalement pris, intent on, captivated by, peut-être. Engrossed. Engrossed, ça permettrait d'ajouter presque même un jeu de mots qui n'est pas présent. Engrossed in what she sings. Ça serait pas mal, ça peut-être. En tout cas, au moins c'est une proposition singulière qui apporte un sens. Elle est audacieuse, mais elle propose quelque chose, il me semble. Engrossed in what she sings. The bird's babysitter, or the bird's nurse, makes the snow melt. Et là, j'ai inversé le vers 2 et le vers 3. Bon, c'est peut-être critiquable comme choix. Paysage de paradis, nul ne sait que je rougis au contact d'un homme la nuit. Alors, je dois avouer que je ne comprends pas ce poème. Je ne comprends pas ces trois vers, dont il y a évidemment tout un sous-entendu sexuel possible. Je me demande s'il n'y a pas une référence qui nous manque. Il n'y a pas de note, pourtant c'est la Pléiade, mais c'est encore la série des Pléiades qui n'était pas trop annotée, où il n'y avait pas trop d'explications. Il y avait surtout des explications sur le contexte de publication, sur des lettres, éventuellement des extraits de lettres d'Éluard à quelqu'un au sujet de la publication, plutôt des choses comme ça, et pas vraiment d'interprétation, de pistes d'interprétation, ce qui est bien aussi en un sens d'ailleurs.
Bon, en l'occurrence, ici, pas d'explication, je n'ai pas fait de recherche. Il se pourrait aussi qu'il y ait une référence à une marque de cigarette, par exemple, parce que je relierais ça, moi aussi, à la cigarette du deuxième IQ. Nul ne sait que je rougis. Bon, il peut y avoir cette image-là aussi. Bien. Donc voilà, poème énigmatique, eh bien, traduisons-le quand même, en essayant de transcrire le sens. Peut-être que quelque chose échappe, et peut-être que c'est grave, mais en tout cas, la tâche du traducteur, c'est de faire le travail quand même. Paysage de paradis, an Edenic landscape, peut-être. An Edenic landscape, no one knows that I redden, that I grow red in the face. Ah, peut-être landscape, face, on aurait au moins une assonance à défaut d'avoir une rime. Peut-être qu'on peut continuer à tirer sur ce fil du A, peut-être. An Edenic landscape, no one knows I grow red in the face. Au contact d'un homme la nuit, et alors là je ne vois pas très bien comment je peux continuer avec un terme A. When I touch a man in the night, c'est ça un peu. When I touch a man in the night. Ouais. When I brush past a man in the night. At night. When I brush past a man at night. Bon, cette première proposition ne permet pas de transcrire, de conserver l'idée d'une rime. Donc là, c'est une des limites de la traduction improvisée. Je pense qu'un deuxième passage, évidemment non improvisé, un travail plus important, permettrait de régler cela. Voilà, 5 haïkus ou haïkai de Paul Éluard de 1920.